Sloan, toujours et encore. Sloan, c'est difficile de ne pas dire que c'est un personnage qui a compté énormément dans votre carrière. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu vous? C'est quelqu'un qui navigue dans un océan on va dire, de philosophie et d'idéologie qu'il réfute tour après tour parce qu'il ne veut pas. Son destin, c'est lui qui veut le façonner. C'est quelqu'un qui a une part sombre contre laquelle il lutte tout le temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision? C'est le cas. C'est pour ça que Babel colle parfaitement avec cette histoire de faire rentrer des personnages dans la ligne énorme des grands héros, entre guillemets, avec leurs qualités, leurs défauts. Et tu as des personnages maudits. Et c'est quelqu'un qui dort mal, ça c'est parfaitement clair. Moi aussi d'ailleurs, mais bon, je ne me prends pas pour Sloan. J'ai inventé ce personnage parce que je me sentais pas très bien. Et donc je travaille, je lis, je découvre une nouvelle de Catherine Moore qui s'appelle Chamblot. Je vois une couverture avec un personnage qui correspond à quelque chose. Je me dis, je ne peux pas faire comme Lovecraft, faire des histoires en bande dessinée où il n'y a que des extraterrestres. Il faut absolument que j'ai un identifiant humain. Donc je construis à travers le personnage mes fantasmes. Donc le maudit, le baroudeur, le fou, le voyou, l'escroc, l'intelligent, le fragile aussi. Et quelqu'un qui a payé cher ses yeux rouges, ça j'en ai déjà parlé. C'est-à-dire celui qui a eu accès à une connaissance qui est interdite. Mais c'est quand même quelqu'un de damné, qui passe sa vie à détruire ce qui va devenir plus tard, c'est-à-dire Shan, qui ne veut pas devenir l'horreur qu'il va être, et en même temps lui-même est dans une merde pas possible. Et bon, donc c'est quelqu'un qui est un insoumis, et c'est quelqu'un d'indépendant, et qui a ses forces et ses faiblesses, et aussi, techniquement, sur le plan biosynthèse, il est pratiquement entièrement refait. Il a des pouvoirs certains, son corps a été transformé, il y a 300 ans. Donc je construis là-dessus un univers complètement fou, avec des scénarios qui ne tiennent pas debout. Les seuls qui tiennent debout, c'est avec Jacques Loeb à l'époque. Et ce personnage légendaire, ce Roland Furieux, ce Patrocle, cet Hector, cet Achille, moderne, devient, comment dire, ce qu'il est, une légende. Le reste, c'est l'histoire de 15 ou 20 albums, plus des peintures qui ont reproduit le personnage, qui ne me lâchera jamais. Je l'accompagnerai jusqu'au bout. Voilà. Et Philippe, quand on doit quelque part accompagner, mais aussi un peu abandonner un personnage aussi important que l'a été pour vous, Sloan, sur quels critères on trouve les repreneurs parfaits? Non, on n'abandonne pas. On continue. Oui, voilà. On transmet. On transmet quelque chose qui doit être augmenté dans la continuation. Mais il fallait la bonne personne. Ça n'était pas... Et j'en ai vu des cartons à dessin. Et j'ai vu parfois des choses qui étaient pas loin. Mais quelque chose me gênait. Ça s'appelle l'intuition. Et à chaque fois, je voyais des gens formidables, intéressants et autres. Mais je me disais, ça va pas, c'est pas ça, c'est pas le truc. Et un jour, il me montre son carton à dessin. Et là, je tombe raide. Je dis, bon, ça y est. Lui, je le lâche pas. Attention, je mets une main dessus. Je ne voulais pas de tâcheron. Je ne voulais pas qu'on me dise, comme certains m'ont dit, mais il encre tes crayonnés. Non, non, non. C'est un artiste qui travaille avec un artiste. Mais il fallait une suite qui soit dans l'identité totale avec un plus. Et ce plus, c'est pas n'importe qui peut comprendre cet univers. Et donc j'ai trouvé ces deux compères. Il a fallu du temps pour arriver jusqu'à cette finalité d'album. Ça a été très très difficile. Il y a eu beaucoup de problèmes. Mais il y avait quelque chose qui nous a tous guidés et nous n'avons jamais lâché. Donc là, c'était un monde qui existait quelque part dans l'espace-temps et il fallait pas des suiveurs, quelqu'un qui est des gens, des êtres humains qui amenaient quelque chose de plus dans la continuité. Poilonné, c'est très fin comme fin, c'est très fin. Dimitri Xavier, le contact avec Druillet, votre premier contact avec l'art de Philippe Druillet? Pour moi, ça remonte à l'enfance. Voilà. Enfance, adolescence, hein, pour être très honnête. J'ai toujours dessiné depuis tout gamin. Je me suis gavé de Goldorak, d'Ulysse 31, etc. quand j'avais 5-6 ans. Et au collège dans lequel je me trouvais à Boulogne, un de mes profs de techno, qui est un ami aujourd'hui, avait monté un petit atelier de dessin et de bande dessinée qui se tenait aux intercours à l'heure de la cantine, et on publiait un petit fanzine à la fin de l'année dans le bahut. C'était marrant, quoi. Voilà. Et ce gars-là m'a collé entre les pattes quand j'avais une douzaine d'années
l'incal de Moebius et le boulot de Drouillet. Et ça m'a fait littéralement exploser la tronche. Voilà. Je me suis dit, d'accord, on peut faire ça en bande dessinée. Moi, je dessine, c'est ça que je veux faire. Alors, ça a été Moebius d'abord, parce que graphiquement, c'est plus accessible. C'était davantage ma fibre en matière de dessin. Et l'œuvre de Philippe, je l'ai découverte petit à petit tout au long de mon adolescence, jusque vers 16-18 ans, voilà, par là. Et puis j'ai pris petit à petit conscience, grâce en fait à tout un tas de conversations que j'ai pu avoir avec cet ami, de l'importance absolument monumentale qu'il avait dans toute l'esthétique qui, moi, me fascinait déjà à l'époque. Hein, parce que, soyons clairs, hein, la tronche de Star Wars de Dark Vador, c'est du Drouillet. Hein. En gros, en digérant toute la littérature anglo-saxonne, on en a parlé, hein, Lovecraft, Moorcock et consorts, voilà, et en digérant par ailleurs toute une école graphique, cette fois-ci beaucoup plus européenne, les Gustave Doré, les pré-raphaélites, tous ces gens-là. Et ce que fait Philippe, il est le premier à faire ça, il prend tout ça, voilà, qu'on appelle à la louche la fantaisie, et puis lui, il balance ça dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux. Personne n'avait fait ça avant lui. Hein. Et donc, j'ai découvert toute cette histoire de pilote d'abord, de métal ensuite, grâce à cet ami dans mes jeunes années d'ado. Et puis, le chemin s'est poursuivi. J'ai fait des études d'art, voilà. J'ai fait de la pub, de la com, de l'illustration, tout un tas de trucs, jusqu'à ce qu'en 2008, je rencontre Philippe et que l'aventure démarre. Xavier ? Moi, c'est l'opposé de Dimitri. En fait, avant de rencontrer Dimitri, je ne connaissais pas Philippe. J'en ai toujours entendu parler depuis le collège, le lycée. Quel manque. Bah oui, mais c'est évident. Il y a toute une éducation. Quel manque. Et comme tous mes copains m'en parlaient, ça devait être forcément de la merde, parce que ce qu'aimaient mes copains, c'était de la merde. Et un jour, il me dit, mais voilà, moi j'aurais besoin d'un coup de main pour pouvoir continuer à écrire ce travail. Est-ce que tu veux pas m'aider ? Parce que effectivement, voilà, tu dois découvrir Philippe Drouillet, c'est fait pour toi. Et j'ai commencé à lire ses BD et j'ai eu la sensation d'un retour à la maison. Voilà, je me suis tapé avec. J'aurais dû, comme il le disait, commencer beaucoup plus tôt. Parce que dedans, j'ai retrouvé toutes les références dans lesquelles j'ai grandi moi-même. Comme disait Dimitri, quand on était petit, on regardait Cobra, on regardait Albator, on regardait ça sort de là. Ulysse 31, moi je me souviens des Cosmocats, mais même les dessins animés américains des années 80 doivent énormément à Philippe. Et j'ai eu la chance d'apprendre à lire et écrire très très tôt. Et je me souviens qu'à 5 ans, la première histoire que je voulais raconter, c'était déjà de la SF, très inspirée des dessins animés qu'on regardait. Et c'était de l'inspiration de Drouillet, sans le savoir. Donc je me retrouve presque 35 ans plus tard à raconter une histoire qui rassemble tous les thèmes, toutes les références, tout ce que moi j'ai adoré. Enfin, j'ai grandi en regardant Mad Max à l'âge de 8 ans. Enfin, tout ça, ça vient de là. Je pourrais me décarcasser autant que je voudrais, j'arriverai jamais à être aussi fou que le jeune homme à côté de moi. Et pour moi, ça a été un coup de foudre. Enfin, voilà, j'ai trouvé ma place. Vous avez évoqué des difficultés, entre guillemets, en tout cas des obstacles à surmonter pour arriver à cette renaissance de Sloan. Qu'est-ce que vous entendez par difficulté ? On peut établir deux axes. Hein. Il y a la dimension artistique, où là, franchement, tout a roulé. Hein. Tout s'est super bien passé. Et puis après, il y a la vie, quoi. J'ai rencontré Philippe en 2008 grâce à ma compagne, qui bossait à l'époque, elle faisait mille trucs, hein, mais elle bossait notamment à la bibliothèque de Boulogne-Billancourt, où je vivais. Chaque dimanche, elle était derrière les pupitres de la bibliothèque, voilà, et un jour, elle rentre à la maison en me rapportant un petit flyer et en me disant « Tiens, regarde, ça se passe à Sèvres, c'est le salon des rencontres de la science-fiction de Sèvres, et regarde qui il y a ce Philippe Drouillet dont tu me parles sans arrêt. Donc tu prends ton petit scooter, tu prends ta paire de couilles, tu prends le bouquin que tu as déjà fait, j'avais déjà fait un petit bouquin chez un petit éditeur qui s'est pété la gueule depuis, et puis tu vas voir ce mec. » Marion, attends, allez. Donc je fais ce qu'elle me dit, et puis arrivé à Sèvres, je joue un peu des coudes à la table de dédicace, je m'incruste, je plante le bouquin sous le nez de Philippe en lui disant « Ça me ferait très plaisir que vous y jetiez un œil, parce que ce bouquin vous doit beaucoup. » Philippe ouvre le truc, ça a feuilleté, ça ne doit pas beaucoup, tu plaisantes, c'est carrément du pillage. Et ça a commencé comme ça, quoi. Et donc on s'est marré, on a discuté quelques minutes, voilà, et puis c'est moi qui lui ai fait une dédicace dans mon bouquin. C'était assez marrant, en plus ça fait rigoler tout le monde autour, c'est rigolo. Puis il me dit, bah tiens, voilà ma carte, j'ai des petits problèmes de santé en ce moment, tu me rappelles dans 2 mois, et tu viens me voir à l'atelier, on parle. D'accord.
Donc je le rappelle 2 mois plus tard, il me fait non, j'ai encore des petits problèmes, tu me rappelles dans 2 mois. Puis il m'a fait le coup 3 fois quand même. Hein. Donc, moi à chaque fois, je tremblais, avant je comptais les jours, les mois qui passent, non, c'est bon, on est à 2 mois, je peux appeler. Oh, putain non, je l'appelle demain, enfin bref. Salut Dimitri, tu te rappelles, on s'est vu à Sèvres, ah, ouais, je me rappelle. Bon, puis un jour il me fait, écoute, j'ai un pote qui est de passage à l'atelier ce soir, il va pas rester longtemps, tu fais rien ce soir? Bah non. Bah tu t'amènes alors, hein, tu viens vers 19h, là, il restera pas longtemps, puis on discutera un peu, voilà, c'est très bien. À tout à l'heure. Moi je rassemble tous mes cartons en dessin, tout ce que je peux montrer en urgence, quoi. Et puis je débarque ici, voilà. Donc le pote en question, c'était le fondeur qui s'occupe des sculptures de Philippe. Donc on boit un coup, on bavarde, on se présente, voilà, puis le mec se casse, et moi je commence à déballer mes cartons devant Philippe. Voilà. Philippe a passé 2 heures à tout éplucher, consciencieusement, pratiquement sans dire un mot. Puis il referme le truc, puis il me fait t'as quel âge? Je dis, bah, à l'époque j'avais quoi, 31, 32, un truc comme ça. Et tu bosses pas? Bah, je bosse pas, je fais de la com, de l'IU, de la pub, un peu de storyboard, des conneries quoi. C'est une anomalie. Voilà. Et 3 semaines après, j'ai signé le contrat de Babel avec Benoît. Donc ça c'était fin 2008. Et début 2009, alors que je commençais juste à gratter les toutes premières esquisses, avec Marion, on s'est planté sur le périph' en scooter, et elle est morte. En plus, j'étais responsable de l'accident, je me suis pris un procès. Les 2 premières années, je ne les compte pas. Hein. Et je m'en suis remis en me tirant au Laos, rejoindre des amis qui vivaient là-bas, avec mon projet sous le bras. Mais au Laos, j'ai rencontré ce mec. Voilà, donc on a commencé à bosser ensemble sur des trucs que lui écrivait par ailleurs. Et puis, comme il vous l'a raconté, j'ai fini par lui dire, écoute, j'ai ce projet sur les bras, ça avance pas, il se passe rien, ça fait maintenant 4 ans que ça dure, tu veux pas le coécrire avec moi? On essaie de faire un truc tous les deux, de relancer la machine, quoi. Et puis quelques mois plus tard, Xavier revient avec une espèce de bible de 160 pages, voilà, un tome énorme, avec tout dedans. Alors, c'est qu'il y en avait trop, il fallait faire le tri, il fallait redécouper, c'était très compliqué. Mais il y avait tout ce qu'il fallait. À partir de là, découpage, écriture, dialogue, tout ça. Et là, ça a été juste du bonheur, hein, ça a été du pur plaisir. Mais ça s'appelle pas Babel pour rien, quoi. On s'en est pris des foudres divines. Puis on l'a énormément retravaillé à l'écriture pour être sûr d'arriver au résultat exact qu'on avait en tête. Parce qu'effectivement, avec une bible de 160 pages, ça rentrait pas en 78 planches. Et effectivement, voilà, on a été très dur au mal, on s'est tout le temps remis en question. Il y avait déjà 10 planches qui existaient par rapport au traitement de Lehmann. Il a fallu, c'était un exercice assez compliqué, finalement les réécrire sans toucher au découpage. C'est comme si on devait... Ensuite, j'ai redécoupé les trucs. Hein. Oui, mais... Très peu. Très peu. Mais l'exercice reste le même que si tu avais un montage qui existait d'un film et que tu devais lui faire raconter autre chose. C'est un casse-tête. Et au final, à force de tout peser, de tout passer, comme un chercheur d'or dans son petit tamis, ça nous a pris... on l'a réécrit pendant presque 4 ans. Ouais. Tout en travaillant dessous, hein. Mais voilà. Ouais, non, il y a eu une grosse année d'écriture et de réécriture. Hein, pour arriver au découpage actuel qui est dans le bouquin, ça a été une bonne grosse année. Et puis, ça fait à peu près 3 ans que je dessine, quoi. Ce qui veut dire en vérité, c'est que si c'était un projet, disons, intéressant, mais sans plus, il n'y aurait pas eu de passion commune pour se battre pour qu'ils vivent. Et donc, comme l'affaire était énorme et apparemment compliquée pour les raisons dites, parce que, Dimitri et moi avons connu dans la vie affective le même drame, donc on savait, mais là, le fait qu'on n'avons pas lâché voulait bien dire qu'on était sur une petite mine d'or. Donc ça veut dire que nous savions où nous allions. Et moi, personnellement, j'ai pas paniqué un seul moment. Pas un seul moment. Ça s'appelle l'instinct. Parce que l'artiste, il est médium. Hein. Il sent les choses ou pas. Et tu sens avec qui tu travailles. Si c'était avec Dimitri, c'était pas avec quelqu'un d'autre. C'était autre chose. Puis il m'amène ce cinglé, encore plus fou que nous. Je me suis dit, bon, ça va, les pieds nickelés sont réunis. Donc on a un travail à faire, là, à accomplir. Et ça a pris le temps qu'il a fallu. Donc voilà. Parle-moi de cette bible de 160 pages. Comment donc tu t'es basé sur les notes existantes? Au début, j'avais ce long synopsis et un traitement
qui était, comme disait Philippe, très littéraire, avec énormément de références et de thématiques, dans lesquelles moi j'arrivais à me retrouver parce que effectivement ça répondait à ma culture littéraire personnelle. Il y avait dedans ce nœud gordien qui était la référence à Borges, que je venais de lire d'ailleurs. Je me tapais 5 bouquins de Borges et j'adore la nouvelle La Bibliothèque de Babel. C'est pas du tout mon type d'écriture personnelle parce que c'est très hermétique et compagnie, mais je trouve que l'expérience qui est proposée au lecteur dedans est hallucinante. Et le travail sur la langue, c'est ce que j'ai essayé plus ou moins de reprendre. Je trouve ça formidable. Moi, je me suis enfermé en gros pendant 1 mois et demi. J'ai rédigé mes 160 pages sans dormir quasiment, parce que c'était à 16 heures par jour pendant 3 semaines. Et comme ce n'était pas mon projet de départ, que c'était un peu une première fois pour moi, hein, c'est comme si j'avais rien fait, qu'on vient de me trouver en me disant « Hey, tu veux pas écrire la suite de La Guerre des Étoiles, s'il te plaît ?» Ouais, pourquoi pas. Bon, j'avais une plus grosse pression parce que... Hein. Tu vois, c'est une maladie contagieuse. Vas-y, continue, cher. Puis voilà, j'avais lu les BD entre-temps, donc il y avait un peu une pression colossale. Dimitri me disait oui, on aurait besoin d'une écriture à mi-chemin entre Victor Hugo, Shakespeare, Lautréamont, Baudelaire et Nerval. Tout à fait. Oui, et puis une corde aussi, s'il te plaît. Et voilà, ce que j'ai fait, c'est que comme ce n'était pas mon projet à moi de départ, c'est que tout ce que je rédigeais, mes petites scènes, mes petites séquences, mes choix étaient à chaque fois expliqués à côté. Voilà, j'expliquais pourquoi je faisais ce choix-là et pas un autre. Et j'essayais aussi, comme c'est un univers qui fourmille de détails, de l'inclure dans ma narration. C'est-à-dire que tous les symboles qui apparaissent dans l'image, il fallait qu'ils aient un sens par rapport à ce qu'on raconte. Donc j'avais fait un travail de bibliographie avec chacun de ces éléments qui étaient expliqués à côté, à quoi je les renvoyais, et même des références visuelles, picturales sur les mandalas. Voilà, et de manière à ce que Dimitri ne soit jamais face à une page blanche. Et qu'il ait toujours énormément d'informations, pas pour déterminer son dessin, mais pour faire rebondir sa propre imagination. Et ça a été un dialogue permanent. Moi, j'entrais en dialogue avec l'univers de Philippe, et je lui posais des questions, et après, c'était un dialogue entre Dimitri et moi. Et c'est de manière très organique après que la suite s'est enchaînée. Est-ce que vous avez, Philippe, superviser les étapes ou est-ce que vous êtes venu à la fin quand on vous donne l'histoire? Je les appelais dès 5 heures du matin, toutes les 10 minutes. Tu en es où? Quelle page? Quelle phrase? Je les ai jamais lâchées. Mon cul, j'ai compris que j'avais affaire à 2 barges qui étaient dans le même monde que moi. Je leur ai foutu une paix royale. Parce que tu sens les choses, on sent les choses à un certain moment. Ensuite, évidemment, je le répète, il y a eu des menus corrections. Mais si on imagine la somme de travail que ces 2 cinglés ont fait, donc je me suis dit, t'inquiète, surtout quand tu sais que vous savez qu'on a affaire à des gens qui ont compris la chose. Si on ne fait pas confiance avec les gens avec qui on travaille, ça veut dire qu'on les emmerde. Et il n'y a rien de pire que d'avoir sur le dos un crétin sous prétexte qu'il a inventé le personnage et qui vous appelle 40 fois par jour pour vous casser les couilles. Non, on sait que le choix est bon, on laisse faire. Ensuite, au cours des événements, on intervient. Sloan peut faire certaines choses, d'autres pas. Mais nous avons eu des discussions là-dessus, bien entendu. Mais des puis petits il arrive trucs. régulièrement que ce soit nous qui venions vers toi parce qu'on a besoin de ton Aussi, avis. bien entendu. Dans Babel, Sloan acquiert une dimension encore plus mythologique qu'il n'avait déjà, puisqu'il avait déjà sa propre mythologie, mais cette fois sa mythologie va rejoindre une cosmogonie et une tradition narrative universelle. Est-ce que c'est... Alors déjà, ça rejoint un petit peu ce que vous aviez déjà fait vous quand vous aviez transformé le héros de Salammbô en Sloan. On est déjà dans la même logique. Et ensuite, est-ce que c'est une sorte d'accomplissement, d'achèvement, de fin de cycle un peu pour Sloan, d'arriver à ce statut où il devient légal de figure Ce n'est pas une fin de cycle, c'est au contraire une construction d'un nouveau cycle, une continuité qui va avoir un avenir. Et il a une structure scénaristique différente de la mienne parce qu'elle est basée sur un thème littéraire. Ça, c'est la différence et c'est ce qui en fait la puissance. Donc, eux vont continuer apparemment à faire vivre Sloan et moi, je vais le faire vivre de mon côté. L'histoire, la mythologie du personnage continue. Je me disais justement que l'importance que prend le personnage de légende à la fin de l'histoire était assez différente. L'importance, en tout cas. Voilà. Et qu'il y avait quelque chose d'assez étonnant par rapport aux aventures de Sloan jusqu'ici et que ça ne devait pas être innocent. Oui, c'est complètement assumé ça. Comme tu le disais tout à l'heure, avec un nouveau lectorat, une nouvelle génération, une nouvelle époque, on ne peut plus, à
à mon avis, on ne peut plus continuer des histoires uniquement sur le personnage monolithique. Il faut amener du développement. Sloan est ce qu'on appelle un personnage à arc plat, c'est-à-dire qu'il reste indemne du début à la fin. Par contre, il pousse les autres dans l'aventure. Et effectivement, avec les autres, on peut amener énormément de développement à leur personnalité, à leur itinéraire, ce qui permet d'éclairer à chaque fois Sloan sous un nouvel angle, sous une nouvelle lumière. Et c'est ce qu'on cherche. Dimitri, Xavier, est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu un doute? Est-ce qu'il y a un moment donné où vous avez eu peur d'avoir fait fausse route? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez eu un doute? Non, mais en tout cas, est-ce qu'il y a eu un moment où on n'a reculer. pas eu de doute? C'est plutôt ça la bonne question. Des doutes, on a tout le temps. On n'a que ça, on marche qu'à ça, quoi. Évidemment. Là, on est sûr d'une chose, c'est qu'il faut le faire. Maintenant, est-ce qu'on fait les bons choix? On n'arrête pas de douter, quoi. Ah oui, enfin, sans arrêt. Moi, je dessine en tremblant des pattes, je flippe. C'est super dur, c'est très difficile. Xavier, il flippe aussi de son côté quand il écrit. Évidemment qu'on doute, on fait que ça, quoi. On se rassure entre nous, mais... Et pas que, mais je dis ça parce qu'effectivement, on fait tous les deux preuve énormément de critiques, l'un envers l'autre. Il est rentré énormément dans mon écriture, je suis même rentré dans son découpage. L'un comme l'autre, on n'avait jamais laissé faire ça à personne avant. Et je pense que c'est extrêmement important parce que on se met au service d'une œuvre qui est quand même pas la nôtre. On a beau avoir carte blanche pour la reprendre comme on l'entend, qu'il faut garder cette pudeur, cette prudence, cette humilité. Puis il y a des lecteurs en face. C'est constant au niveau de l'écriture. Si on peut faire mieux, s'il y a un argument pour amener l'idée plus loin, que ce soit le mien, que ce soit celui de quelqu'un d'autre, mais peu importe, la seule chose qui compte à l'arrivée, c'est l'unité du travail fourni et le plaisir que va prendre le lecteur. Donc on a fonctionné avec une grande générosité dans nos exigences, sans jamais compter la difficulté que cela pouvait représenter pour nous. Mais vraiment, tous les deux, elle s'appelait presque à 2h du matin, quoi, parce qu'on avait une idée. Voilà, et à se rappeler derrière, parce que forcément, une idée en amène 15 autres. Le doute est l'essence même de la création. Même moi, aujourd'hui, quand j'attaque une peinture, un objet, ou n'importe quoi, ou quel que soit mon travail, j'ai encore peur. C'est la phrase célèbre, même si elle est vulgaire, il n'y a que les cons qui sont sur deux. C'est tout. Le travail essentiel de la création, c'est, même après 40 ans ou 50 ans de métier, est-ce que je vais arriver à faire ça? Et ça, c'est moteur, parce que ça te remet en question et ça t'oblige à te surpasser quelque part, ou en tout cas être à la hauteur des choses. Voilà, quoi. Est-ce que parfois il n'a pas été difficile pour vous deux aussi de trouver le bon point d'équilibre entre l'envie de vous exprimer vraiment personnellement à travers cette œuvre et en même temps les limites que votre expression personnelle devait forcément rencontrer par rapport au cahier des charges de l'univers de Sloan, etc. Il y a un truc que tu répètes souvent et qui est très juste, c'est que ce qu'on a fait, c'est pas du Nurier, mais c'est du Sloan. Voilà. Moi, j'ai pas enfilé le costume de Philippe. De toute façon, il est trop grand pour moi. Personne ne peut enfiler le costume de Philippe. Ce qu'a fait Philippe, c'est balancer de l'énergie sur des planches. C'est simplement inimitable. On ne peut pas rentrer dans cette graphie comme on rentre dans celle d'un Jacobs ou d'un Hergé ou même d'un Giraud. Ou alors vous faites un travail de faussaire, ça n'intéresse personne. Il n'y a pas ces codes et cette grammaire qu'on peut recycler, ce vocabulaire qu'on peut... voilà. Il n'y a pas ça chez Philippe du tout, donc il ne faut pas essayer de dessiner comme lui, ça ne sert à rien, et en plus c'est impossible. Donc la question de ce qu'il y a de personnel là-dedans, tout. Moi j'ai pas enfilé le costume de Philippe, j'ai enfilé le costume de Sloan. Voilà. Et c'est pas du Duriez, c'est du Sloan. Mais c'est pas le Sloan des 6 voyages, c'est pas le Sloan de Gall, c'est pas le Sloan de Delirius. De toute façon, c'est un personnage qui a 1000 vies, voilà, il est inénarrable, Sloan, il n'a pas de frontières, il n'a pas de limites. Et Philippe a raconté un certain nombre de vies de Sloan, et puis avec Xavier, on tente d'en raconter une autre. Sloan, du coup, aujourd'hui, va être confronté à une nouvelle génération de lecteurs qui n'a peut-être pas grandi avec lui. Est-ce que vous pensez que ça va être une rencontre qui va couler de source, ou est-ce que vous pensez que est-ce que vous avez pris peut-être en compte l'évolution du médium BD, l'évolution de la pop culture telle qu'elle est représentée aujourd'hui dans les grands médias, ou alors rien à foutre, c'est Sloan et se passera ce qui se passera? Non, on n'a pas fait de calcul commercial. Non. C'est juste En l'occurrence, c'est prêté. perso, c'est complètement sincère. Moi, j'ai jamais Philippe ne me l'a demandé, je n'ai jamais contraint ma main à forcer mon dessin vers un style qui n'était pas le mien. Jamais. J'ai récupéré des éléments de décor, j'ai récupéré des petits gimmicks d'installation de planches, des petits décors autour des récitatifs, des petits trucs pour être en gros dans l'ambiance. Mais après, mon dessin, c'est du Hormoglou. Voilà.
Et Philippe, donc cette nouvelle rencontre de Sloan avec un nouveau public. Je me rends compte que depuis 50 ans, mes albums continuent à se vendre. Et j'ai vécu toutes les générations, j'ai 75 barreaux, et j'ai vu les premiers qui disaient j'ai pris ça dans la bibliothèque de mon père, les deuxièmes m'ont dit j'ai vu ça dans la bibliothèque de mon père mais je l'ai acheté, et les derniers, j'ai fait 3 signatures dernièrement, et je me suis retrouvé devant des gamins de 17 ou 18 ans, ce qui est quand même fabuleux. Il y en a un qui vient avec les 6 voyages, avec la superbe maquette métallique, et qui me dit carrément, je connais pas, c'est nouveau, ça vient de sortir, 69. Et le plus fou, c'est La Nuit. C'est un des albums qui perdure depuis 1976. Et il y a 2 ans, j'ai 4 gamins de 18-19. Les 3 premiers, je dis rien. Le 4e, je commence à en avoir marre. Il est en cuir avec des piercings partout. Et je lui dis, bon, alors c'est pour, je sais pas, Gérard, Paul, Geneviève, machin, je sais pas. Et je lui dis, mais pourquoi tu achètes cet album? Et il me répond, ça arrache. Et c'est quand même étonnant. Donc je vois des nouvelles générations qui arrivent, qui se posent même pas la question. Et là, maintenant, je vois les mots m'arriver. Il y en a pas un qui me dit, je l'ai piqué dans la bibliothèque de mon père. Et là, je dois dire que c'est quand même un petit peu émouvant. Ok. Vous sortez à peine de la fin de Babel, mais j'imagine que Sloan, c'est pas fini. J'imagine aussi que vous avez déjà plein d'idées. Vous en êtes à quel stade de la suite? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Qu'est-ce que vous avez Alors, on ne envie peut rien en dire, à part que c'est en écriture. D'accord. C'est vraiment en gestation, là, c'est très délicat d'en parler, hein, mais les idées ne manquent pas. Moi, j'ai l'impression d'être beaucoup plus personnel dans le travail que je fournis pour Philippe, alors que ce n'est pas ma langue. Voilà, c'est pas à la base un univers que j'ai créé moi-même. Après, son travail me protège et m'ouvre des possibilités aussi. Mais effectivement, voilà, je le ferais pas si j'avais pas quelque chose d'intime à y amener. Et je continuerai, moi, aussi longtemps que j'aurai quelque chose à raconter et que surtout, ça les fera marrer. Ouais, bah ouais. Non, mais de toute façon, il y a dans tout ça une telle profondeur humaine, un tel investissement émotionnel. En gros, dans Babel, il y a toutes nos vies. Hein. Exactement. Je veux dire, vous lisez ça en filigrane avec 2-3 éléments que je vous ai filés. Tout est là-dedans, quoi, hein. Vraiment. Et les 10 ans que j'ai traversés, ils sont dans Babel. Et Xavier peut dire exactement la même chose. Hein. Quand tu as une volonté de construire quelque chose et que tu sens que c'est fort, que tu as la bonne carte, les bons éléments, les bons esprits, la bonne pensée, tu lâches pas. Tu vas jusqu'au bout, quoi. Sinon, tu n'es pas à la hauteur du projet en question, quoi, c'est tout.